Bonsoir, que c'est beau un théâtre ouvert, avec du public. Merci d'être présent physiquement. Merci à la TEDx de Lannion pour cette invitation. Invitation à vous parler d'Europe. D'ailleurs, je ne sais pas trop parler d'autre chose que d'Europe. Mais ce matin, en fait, en partant de Paris, j'étais déjà complètement dans mon sujet, puisque figurez-vous, dans le train qui m'a amené, il y avait un étudiant à côté de moi qui, visiblement, allait partir en Erasmus en Espagne à la rentrée. Et puis d'ailleurs, la ligne grande vitesse que ce train empruntait, je suis sûr que vous la connaissez, cette ligne grande vitesse, elle a été financée en grande partie par un prêt généreux de la Banque européenne d'investissement. Et puis, les vaches qui regardaient passer notre train, moi, je suis prêt à parier que leur éleveur doit toucher une prime de la PAC. Donc, en fait, vous voyez, l'Europe, elle est partout. J'aurais pu aussi même sortir mon passeport. Alors, je sais qu'il n'y a pas besoin de passeport pour venir en Bretagne, heureusement, mais un passeport européen, en effet, c'est aussi dans notre quotidien et pareil aussi pour des pièces d'euros. Mais tout ça, ce sont, je dirais, des réalisations concrètes de l'Europe dans notre quotidien. Et moi, ce soir, je voudrais vous parler de l'Europe dans toutes ses dimensions. Ces réalisations concrètes, elles matérialisent en fait quelque chose de beaucoup plus grand. Je voudrais vous montrer le projet européen dans toute sa profondeur, dans toute son épaisseur, lui donner toute sa mesure, lui donner ses dimensions, l'Europe en 3D. Alors je vous rassure, il n'y a pas besoin d'avoir des lunettes 3D, il n'y a pas besoin d'imprimante 3D, ce sont 3 mots qui commencent par D. Et le premier, pas des moindres, c'est le mot démocratie. Parce que oui, l'Union européenne est démocratique. Je sais que vous entendez très souvent plutôt que c'est le contraire, qu'on a des diktats de Bruxelles qui nous imposent tout. Eh bien, moi, je crois que c'est tout inverse. D'une part, première chose, c'est que l'Union, elle est constituée démocratiquement. Les 27 États membres qui composent l'Union européenne, ils sont tous là de leur plein gré. C'est un choix souverain de leur part. Prenons le dernier entrée, la Croatie. Les Croates ont eu un référendum où ils ont décidé à une large majorité qu'ils voulaient rentrer dans l'Union européenne. Et nous tous, nous avons dit oui, vous pouvez rentrer. En France, l'Assemblée nationale, le Sénat ont dit oui, la Croatie peut rentrer. Donc on y rentre démocratiquement si on le veut. Et si on ne veut pas, par exemple les Norvégiens, à 2 reprises, ont dit non, nous ne souhaitons pas rejoindre l'Union européenne. Les Suisses non plus. Et les Britanniques, eux, sont rentrés, et puis ils sont aussi démocratiquement sortis, puisque ce n'est pas une prison, on n'est pas obligé de rester si on n'y sont pas bien. Eh bien, effectivement, c'est ce qu'ont fait les Britanniques dernièrement, après leur référendum. L'Union européenne est aussi démocratique, puisqu'elle fonctionne démocratiquement. Les fameuses directives de Bruxelles, elles ne sont pas imposées. La Commission, elle est composée de commissaires qui eux-mêmes ont été investis par le Parlement européen, lequel a été élu par vous et moi lors des élections européennes en 2019. Une directive, elle est proposée par cette commission, mais ensuite elle est débattue, amendée, puis votée par les députés européens à Strasbourg. Et elle est aussi votée par les ministres des 27 pays, qui eux-mêmes sont des démocraties. Parce que la troisième raison pour laquelle l'Union européenne est démocratique, c'est qu'elle n'est composée que de démocratie. Si le Portugal de Salazar ne pouvait pas rentrer, c'est parce que c'était une dictature. Pareil pour l'Espagne de Franco, pareil pour la Grèce des colonels, pareil pour tout le bloc soviétique de l'Est. On ne peut pas rentrer dans l'Union européenne si on n'est pas une démocratie. Donc pour toutes ces raisons, on peut dire oui que l'Union européenne est bien associée au mot démocratie. Mais la démocratie, ce n'est pas faire tout ce qu'on veut simplement parce qu'on a la majorité et qu'on a, du coup, on a tous les pouvoirs. La démocratie, c'est lié à un deuxième mot en D très important, c'est le droit. L'Union européenne, c'est une construction juridique. Si on devait passer l'Union européenne à travers des rayons X, le squelette qu'on verrait, ce serait un squelette de droit. L'ossature, ce sont les traités européens. Et pourquoi c'est important? Parce que d'une part, le droit, en fait, c'est la paix. On dit oui, l'Europe, c'est la paix. Et c'est vrai. Mais ce n'est pas seulement au sens de la sécurité qui nous est garantie par l'OTAN. La paix au quotidien, c'est à travers toutes les interactions qui fait que, au lieu d'avoir des rapports de force entre nous qui, on le sait, dans le passé, ont pu être ô combien meurtriers, eh bien, nous avons décidé de régler nos différends par le droit. Et ça, c'est une vraie garantie, notamment
pour les petits pays. Lorsque j'étais journaliste, j'ai fait des reportages dans pratiquement tous les pays de l'Union européenne, et quand vous allez dans des, entre guillemets, petits pays, lorsque vous allez au Portugal, en Irlande, en Grèce, en Lituanie, en Belgique, pour eux, ce qui est formidable dans l'Union européenne, c'est que ce n'est pas la France et l'Allemagne qui décident de tout. Et ça, c'est effectivement pour eux aussi grâce au fait que l'Europe est fondée sur le droit. Donc le droit, c'est synonyme de paix, c'est aussi synonyme de protection, puisque l'Europe, elle nous protège par ce droit. Lorsque l'été, vous allez vous baigner, la qualité des eaux de baignade, elle est liée par des règles de droit européen. Lorsque vous offrez des jouets à vos enfants, les normes de sécurité de ces jouets sont aussi européennes. Lorsque vous allez au marché acheter des fruits et légumes qui peuvent arriver d'Espagne ou d'Italie, ils peuvent aussi arriver d'Allemagne d'ailleurs, et bien là, effectivement, ce sont les normes phytosanitaires communes qui nous protègent et qui fait que vous pouvez les acheter en toute sécurité. Donc ce droit, il nous protège. Mais c'est aussi, même, je dirais plus loin, un levier d'influence, puisque avec ce droit, eh bien, effectivement, nous pouvons le faire valoir aux autres. Les autres doivent le respecter ou doivent au moins avoir l'équivalent ou converger vers celui-là ou ne pas s'en éloigner. D'ailleurs, c'était tout l'enjeu des débats et des discussions avec la Grande-Bretagne, maintenant qu'elle est sortie de l'Union européenne. Mais parfois, ça peut même inspirer les autres. Notre fameux règlement de protection des données personnelles, le RGPD, est en train d'être repris maintenant par les États-Unis. Le droit, c'est ce qui nous permet, c'est au nom du droit européen que l'on peut imposer les GAFA, comme on l'a déjà fait. Donc, le droit, c'est aussi pour nous un levier d'influence. Donc, ça apporte la paix, ça peut nous protéger, et ça peut même aussi, ce qui fait qu'on dit que l'Europe est une puissance normative. Mais vous me direz, la démocratie, le droit, tout ça, c'est très bien, mais finalement, qu'est-ce qu'il y a de vraiment européen dans tout ça? Et là, j'en arrive peut-être au troisième mot, en D, après démocratie, droit, un mot peut-être plus mystérieux, moins attendu, c'est destin. On dit que l'Europe, c'est une communauté de destin. Et là aussi, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, reprenons la géographie. On est liés par une même géographie, on n'est pas un continent pour rien. Nous sommes un continent maritime, et ce n'est pas en Bretagne que je vais vous le faire découvrir. Il y a bien sûr la Manche, l'Atlantique, la mer du Nord, mais regardez l'Adriatique, la Baltique, la mer Noire. Partout en Europe, en fait, on est le continent le plus maritime. On est aussi le plus petit. On est parfois comparé juste à une grande péninsule. Et donc, nous sommes liés par cette géographie, qu'on le veuille ou non, on ne la choisit pas, elle est là. Et ça fait qu'effectivement, lorsqu'on est en Bretagne, on est finalement presque plus proche de l'Irlande que de Nice. Et donc, effectivement, nous sommes vraiment liés par cette géographie. Mais avoir un destin commun, c'est aussi avoir une mémoire collective, avoir une histoire commune. Et nos histoires, bien sûr, elles sont nationales, mais elles sont très enchevêtrées. Prenez par exemple Charlemagne. On ne peut pas dire qu'il est français, qu'il est allemand, qu'il est belge ou italien. Ce serait même complètement anachronique. Il est européen, et ce mot existait déjà en son temps. Vous pouvez prendre plein d'autres exemples dans l'histoire. L'été dernier, j'étais à Gênes, et à Gênes, bien sûr, c'est la patrie de Christophe Colomb. Vous ne pouvez pas le rater. Mais un peu plus tôt, une fois, j'étais allé à Barcelone, et là, vous avez à Barcelone, je ne sais pas si vous êtes allé, il y a une grande statue en pied de Christophe Colomb, puisque c'est aussi pour eux, quelque part, l'enfant du pays. Donc, nos histoires, on voit bien, elles sont enchevêtrées. J'aurais pu prendre l'exemple avec Mozart, avec Beethoven, avec plein de héros. Nos histoires, elles ne sont pas, bien sûr, qu'à travers ces grandes et belles figures. Nos histoires, ce sont aussi des guerres, des drames, ce sont des aventures coloniales. Regardez la Belgique, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, le Royaume-Uni. Tous, les Pays-Bas, tous, on a voulu avoir d'immenses empires dans le monde. Et faire l'Europe, c'est une façon peut-être de conjurer ces démons, peut-être une façon de tourner la page et de revoir notre rapport au reste du monde. Donc l'histoire, quelque part, nous lie aussi à travers l'Europe pour réinventer notre rapport au monde. Mais bien sûr, le destin, ce ne renvoie pas qu'au passé, c'est aussi, déjà en ce temps présent, on est lié par une formidable interdépendance. Nous sommes devenus très interdépendants. Personne
ne peut s'en sortir tout seul. Si vous regardez nos chaînes de production, nos chaînes d'approvisionnement, nos chaînes, ce qu'on appelle les chaînes de valeur, elles sont très imbriquées. On ne peut pas tout faire tout seul dans notre propre pays. Regardez récemment les vaccins. Si on avait attendu en France d'avoir notre propre vaccin, de pouvoir le produire sur notre sol, on ne serait pas vacciné comme nous commençons à l'être beaucoup aujourd'hui. Et ça ne sert à rien d'être vacciné tout seul dans son pays. Si votre voisin ne l'est pas, vous ne serez pas plus en sécurité. Et donc, l'Europe doit organiser cette vaccination comme elle le fait. C'est une forme intelligente d'assumer l'interdépendance plutôt que de la subir. C'est une première raison pourquoi nos destins sont liés par cette interdépendance très forte. Et c'est aussi une façon, inversement, de nous libérer de dépendances parfois exagérées, stratégiques que nous avons sur tel ou tel produit, sur telle ou telle matière première, sur telle ou telle énergie. Et là aussi, l'Europe permet de dépasser ces dépendances. Mais peut-être le destin, bien sûr, ça renvoie au futur. Depuis tout à l'heure, on vous dit que demain commence aujourd'hui. C'était une autre façon de parler du destin. Et là, si on regarde vers l'avenir, les grandes menaces, les grands défis transversaux auxquels nous devons faire face. Tout à l'heure, on vous a parlé de la biodiversité à protéger. On pourrait parler du réchauffement climatique. On pourrait parler de la cybersécurité, des attaques terroristes. Tout ça, on voit bien qu'un seul pays ne peut pas à lui tout seul y arriver. Il faut unir nos forces. Si on veut aussi être puissant face aux GAFA, c'est ensemble qu'on y arrive. Donc là-dessus, nos destins sont liés si on veut faire face aux grands défis transversaux devant nous, mais aussi devant un monde qui, reconnaissons-le, évolue pas forcément en notre faveur. Je ne pense pas que la Russie de Poutine nous veuille du bien. Je ne pense pas que la Turquie d'Erdogan nous veuille du bien. Je ne pense pas que la Chine de Xi Jinping nous veuille du bien. On a bien vu que les États-Unis sous Donald Trump ne nous voulaient pas que du bien, au contraire. Et je pourrais citer le président de Bolsonaro. Toute cette montée d'autoritarisme montre que l'Union européenne peut-être a vraiment besoin de montrer davantage qui elle est, d'affirmer son identité, sa démocratie, son droit. Et c'est pourquoi notre destin est lié aussi face à la montée des autoritarismes dans un monde plus brutal. L'Europe a sa carte à jouer. Et c'est pourquoi je trouve qu'aujourd'hui, l'Europe a une nouvelle raison d'être. Hier, on a fait l'Europe pour la paix entre nous, et je pense qu'elle est durablement garantie. C'est une vraie sécurité, peut-être on s'en rend même plus compte. On a fait l'Europe pour la paix entre nous, pour nous réconcilier. Aujourd'hui, on doit la faire pour nous affirmer dans le monde, pour exister face à un monde qui peut-être ne nous vaut pas que du bien, ou en tout cas qui n'a pas les mêmes intérêts, les mêmes valeurs que les nôtres. Et ça, c'est ça le destin qui nous lie. C'est pourquoi je voulais insister pour vous donner ces trois dimensions de l'Union européenne, la démocratie, le droit et un destin collectif. Ça, c'est trois dimensions, mais il y a bien sûr une quatrième dimension, ou plutôt un quatrième D, un quatrième mot en D. Ce n'est pas un mot, en fait, d'ailleurs, c'est un nom. C'est le nom d'une personne. Ici, vous avez Jacques Delors. Pour moi, il incarne l'Europe, il l'inspire, et c'est vraiment une figure qui a beaucoup œuvré pour faire avancer l'intégration européenne pour les raisons que je vous ai développées. Merci.